prendre celui-là. Alors, écoutez, on va discuter prospectivement de ce qu'on peut tirer en partie de ce qui a été discuté aujourd'hui. Moi, on m'a demandé de parler de l'empowerment, mais c'est une notion dont vous verrez, il n'est pas si facile à définir les contours, mais c'est surtout que ça suppose beaucoup de choses, l'empowerment, qui sont généralement pas rassemblées dans la réalité, et donc c'est un risque, en fait, d'une certaine façon, de supposer que le consommateur, tout à coup, incapable, devient tout à fait capable. Et c'est un peu ce dont je vais discuter maintenant. Alors, bon, je me rends compte que l'empowerment, bon, de quoi parle-t-on? Enfin, intuitivement, à peu près toujours de la même chose, hein? C'est-à-dire de quelqu'un qui, tout à coup, incapable, devient capable. Hein? Alors, il y a ça, c'est toutes des figures d'empowerment. C'est ce qu'on trouve quand on pèse sur empowerment image dans Google. Alors, bon, lui, bon, mais tout de même, hein, ça prend un certain pouvoir sur soi pour arriver là. C'est finalement de redresser tout ce qui est tout croche. Alors, au fond, l'empowerment suppose que la personne, tout à coup, se développe des capacités ou qu'on lui reconnaît des capacités qu'il n'avait pas, qu'il les développe. Et la question, c'est de voir est-ce que cette conception des choses n'est pas problématique. Sur quoi l'idée de l'empowerment est-elle construite? Et donc, en fouillant un peu dans la littérature, on finit par se rendre compte que l'empowerment répond à des conceptions assez précises de l'individu, de la personne. Et puis que tous ces postulats-là, il faut les avaler d'une certaine façon si on prétend rendre le consommateur plus en moyen de prendre une place, de prendre des décisions dans une perspective où son autonomie est complètement affirmée, etc. Dans les postulats, donc le premier, c'est le postulat de l'autonomie du sujet. On suppose que chaque personne a la capacité, d'une certaine façon, de décider pour lui-même ou pour elle-même. L'autre, c'est la question de la rationalité de l'acteur. Dans la littérature, en général, c'est assez généralement affirmé. Au fond, l'acteur est toujours le mieux situé pour savoir ce qui est bon pour lui, mais en même temps, il est capable rationnellement de faire ce qu'il faut pour affirmer éventuellement ou atteindre ce qu'il considère être la chose à atteindre et qui va dans son intérêt. Mais ça, évidemment, ça suppose une certaine transparence des informations, ce qui n'est pas nécessairement toujours possible d'assurer, la conscience de ses intérêts, ce qui est normalement, en tout cas, ce qui n'est pas toujours non plus certain, même si la théorie économique, par exemple, prend pour acquis l'existence d'une rationalité qui rend possible des calculs pour l'individu, des calculs dans le cadre desquels il peut rencontrer son intérêt. La possibilité d'une évaluation de la valeur des différentes options qui se présentent à lui ou à elle, donc une mesure, une pondération de ces options-là, la capacité de se projeter, donc d'une certaine façon, de prévoir l'avenir. Et ça me rappelle d'un sondage qui portait sur les produits financiers où on demandait aux gens qui répondaient, aux informateurs, là, aux répondants au sondage, si lorsqu'ils avaient adhéré à un régime de pension pour la vieillesse, ils avaient envisagé les conséquences que pourrait avoir l'augmentation du taux d'inflation. Alors, évidemment, on pose ça à des gens qui vont prendre leur retraite dans 25 ans. On ne sait même pas si on ne sera pas à nouveau dans une inflation dans 6 mois. C'était quand même beaucoup demandé aux personnes d'avoir tenu compte de ça. Et là, on se rend compte comment est-ce que, dans une conception fictive de l'individu, on peut prêter une force extraordinaire à cette personne, une force que cette personne n'a pas. Puis finalement, il y a la volonté, ce qui semble finalement un élément qui fait partie de notre vie quotidienne. On peut tous avoir la volonté d'aller acheter 1 litre de lait, hein. Mais la volonté dont on parle ici, c'est une volonté de s'imposer à son environnement, là, littéralement, d'être capable de prendre sa place dans la vie. Ça suppose la capacité de se commander soi-même, de se décider soi-même, ce qui est déjà pas nécessairement si simple. Vous avez juste à faire le bilan ou l'inventaire de toutes les décisions que vous avez de la misère à prendre pour votre vie personnelle. Vous comprenez immédiatement jusqu'à quel point c'est compliqué de dire « je vais me commander pour le faire ». Et combien sont levés à 5 heures du matin aujourd'hui pour aller faire leur 8 km? Moi, je l'ai fait. Mais, alors, capacité de se commander soi-même, mais capacité aussi de s'imposer en tant qu'égal à l'autre partie ou aux autres parties auxquelles on est confronté. Tout ça, en fait, fait partie de ce qu'on postule lorsqu'on parle d'empowerment. Ce qu'on espère, c'est pouvoir faire jouer chez les individus, chez les sujets, chez les acteurs,
des ressorts, en fait, des ressorts personnels qui feraient de cette personne un véritable acteur autonome. Ce que je trouve intéressant dans cette définition-là, qui est toute économique, si je puis dire, ou du moins qu'on retrouve beaucoup dans la théorie économique, telle qu'on a défini le consommateur, telle qu'on définit l'acteur, c'est que ça correspond beaucoup à la conception qu'on se fait de l'acteur en droit également. Et comme moi-même, je ne vois pas très bien le temps qui me reste. 10 minutes. Bon, OK. Puisqu'on me le dit. Mais c'est bien, à cette heure-ci, on ne voit presque rien. Hein? Fait que OK. Alors, oui, alors l'équivalent en droit, en fait, on le trouve partout. La conception que les juristes, comme moi, par exemple, mais heureusement, je ne suis pas que juriste, mais qu'on se fait du droit, c'est la même conception qu'on retrouve dans la théorie économique sur l'individu. Nous, on parle plutôt de sujet de droit. Et puis, le consommateur, en fait, de produits financiers, il est à la fois consommateur et sujet de droit, mais tel qu'on le définit comme acteur autonome, capable de prendre des choix, de définir la mesure des choses, de comparer, de pondérer les options, la conception qu'on s'en fait est relativement équivalente, mais en fait, dans tous les cas, c'est une abstraction. C'est une abstraction satisfaisante. On aimerait tous que chacun de nous ait cette capacité-là d'agir sur soi et sur les autres. C'est juste que c'est difficile d'imaginer que ça correspond à la réalité. Comme je dis, juste l'observation de notre vie quotidienne nous montre la limite, en fait, de cette conception-là que partage pourtant à la fois, d'un côté, le monde juridique et le monde économique. Et quand on parle de résolution des règlements, de litiges, de conflits potentiels entre un consommateur et puis une institution financière, d'une certaine façon, c'est à l'interface de la vie économique et de la vie juridique. Or, c'est cette interface-là que tous ces postulats-là sont pris pour acquis généralement et posent un problème. Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? Ce que je trouve le plus intéressant dans la notion de sujet de droit, je cherchais des images de sujets de droit sur Internet, là, images, comme j'ai fait tout à l'heure, pour Empowerment. On en trouve pour Empowerment, mais quand on fait sujet de droit, on ne trouve aucune image. Ça prouve qu'à quel point c'est une abstraction. OK, on continue. En droit, évidemment, on a toutes sortes de façons d'exprimer, d'expliquer ce qu'on s'attend du sujet de droit, mais l'expression la plus souvent, c'est la personne raisonnable, normalement informée. Ça revient constamment dans les décisions des juges. Évidemment, ce qu'on ne dit pas là-dedans, c'est généralement, pour le juge, la personne raisonnable, normalement informée, c'est lui. Mais c'est un procédé qui permet de prêter plus ou moins à tout le monde les capacités que le juge se reconnaît lui-même. Mais il y a un impensé là-dedans, c'est que on vit dans le cadre de relations sociales. L'empowerment suppose le choix personnel possible d'un individu, d'une personne complètement autonome, rationnelle, consciente des choix possibles. Mais en fait, tout ça s'inscrit plutôt dans le cadre de relations sociales. Et dans les relations sociales, bien, on est toujours dans le cadre de relations de pouvoir. Il n'y a pas de ces relations-là théoriques qu'on trouve en droit, par exemple, des obligations, qui laissent supposer que le consentement est toujours libre et éclairé et que les gens prennent des décisions rationnelles en fonction de leurs propres besoins ou de leurs intérêts. En fait, tout ça se déroule dans le cadre de rapports de pouvoir, la capacité de s'imposer aux autres. C'est ça le pouvoir. Si vous avez la capacité de vous imposer à quelqu'un, vous avez du pouvoir sur cette personne. Mais généralement, c'est les autres qui ont du pouvoir sur nous. C'est quelque chose qui ne vous aura sans doute pas échappé. Dans le cadre des rapports dans le domaine financier, le même problème, donc, se pose. Alors, en théorie, tout le monde est égal. Vous avez d'un côté un consommateur, de l'autre côté, vous avez une institution financière, mais c'est en fait une fiction, parce que l'institution financière est pas mal plus grosse que vous, pour toutes sortes de raisons. Il y a des asymétries diverses, il y a des déficits en information, en initiative, il y a des déficits en ressources, il y a des déficits en statut. Celui-là, c'est le plus facile à comprendre. Vous aurez sans doute remarqué que dans le domaine financier, on parle rarement de compagnie. Pourtant, une banque, c'est une compagnie. Et puis, une assurance, c'est une compagnie. Non, 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 non. On est dans la noblesse ici. On parle d'institutions financières. Mais ça montre en fait qu'on reconnaît à ces compagnies-là un statut supérieur sur le plan social que celle d'une compagnie ordinaire. Là. Parce que ce n'est pas des compagnies, là. Ce n'est pas des compagnies financières, c'est des institutions financières. OK. Alors, ces déficits-là, ces asymétries prennent toutes sortes de formes, mais finalement constituent généralement la base d'un avantage structurel, cognitif, la cognition sur la compréhension du monde, au plan communicationnel, au plan économique. Tout ça, en fait que la relation entre ces deux entités-là est beaucoup moins égale que ce qu'on suppose en théorie des obligations.
Alors, est-ce que la solution est l'empowerment? Bien, évidemment, si on suppose que le sujet de droit ou le consommateur prend cette figure-là, l'empowerment est possible. Lui, en fait, d'une certaine façon, c'est le citoyen idéal, c'est le sujet de droit parfait, parce qu'il est capable de décider pour lui, puis en plus, il est capable de décider pour les autres. Et en droit, on a toute une série de procédés qui permettent de continuer à se bercer de cette illusion. La puissance, alors le droit, il y a des puissants alliés là, dans notre conception du consommateur qui devrait être capable et doit être capable de défendre son intérêt et éventuellement de se plaindre contre l'exploitation qui est faite, dont il est victime. Mais en droit, on a toute une série de procédés qui permettent d'accepter ça. La notion de bonne foi qui est toujours postulée dans le cadre des rapports civils, les codes de conduite et de déontologie qu'on suppose fonctionner dans les ordres professionnels ou dans les chambres professionnelles, l'autonomie des volontés qui est prise pour acquis, l'échange des consentements qui est à la base du contrat, l'égalité juridique des citoyens, l'effectivité des dispositifs juridiques, l'adjudication qui est un procédé extérieur d'objectivation d'une certaine façon des décisions, le caractère exécutoire de ces décisions-là, tout ça en fait laisse supposer et est fondé sur la même conception d'un citoyen relativement puissant, ou du moins qu'on peut rendre puissant, alors que finalement, c'est assez peu probable qu'on y arrive. C'est pour ça que je dis, Superman, c'est le sujet de droit par excellence. Bon, la question, c'est de savoir, parce qu'on veut parler du futur, comment est-ce qu'on crée de l'égalité dans des contextes d'inégalité? Et sur le plan du processus social, il reste combien de temps? 3. Je ne vois pas. T'as pas vu. Alors, la question, c'est de savoir comment on crée de l'égalité dans un milieu d'inégalité. Mais c'est un problème qui est vieux comme le monde. Et en fait, en général, c'est en faisant intervenir entre la partie fragile et la partie forte, un tiers, dont les fonctions et dont je dirais, les procédés qu'il utilise sont des procédés de remise à niveau des parties. Et c'est ce dont on a parlé pour une bonne partie de la journée. Et cette fonction de tiers-là, la grosse difficulté, évidemment, c'est de la définir, mais c'est la seule, en fait, qui permet de recréer une égalité dans des relations qui, normalement, autrement, sont inégales. Et qu'est-ce que ces tiers-là, normalement, font? Quels sont les mécanismes derrière l'intervention des tiers? On passe notre vie, en fait, à jouer des rôles de tiers ou à utiliser ou à recourir à des tiers autour de nous pour régler des différends qui nous opposent généralement avec des gens dont le pouvoir vis-à-vis de nous n'est pas le même que celui qu'on a vis-à-vis d'eux. Et donc, c'est un processus continu. L'intervention des tiers est quelque chose de très constant dans l'ordre des rapports sociaux. Et c'est une fonction extrêmement structurante des rapports sociaux. Parce que d'une certaine façon, le tiers, il représente la société. Il représente la société en tant qu'elle peut arbitrer, dans certains cas, ou médier, c'est différent. Donc, c'est une figure sociale qui est courante. Et puis, quels sont les effets de cette intervention d'un tiers? Et là, quand on parle d'un tiers, un juge, c'est un tiers, un arbitre, c'est un tiers, un médiateur, c'est un tiers, un conciliateur, c'est un tiers. Tous ces gens-là ont des fonctions de tiers. Et malgré que leur fonction de tiers est exercée différemment, elle fait jouer toujours les mêmes procédés sociaux. La première, c'est la procéduralisation. En général, l'intervention du tiers oblige à organiser la séquence de l'échange entre les parties. L'objectivation, c'est-à-dire la nécessité pour chaque partie de dire quelque chose qui n'est pas seulement vrai pour elle, mais vrai pour l'autre, parce qu'il y a un témoin. Le tiers, sa présence seule, exige que lorsque tu parles, puisque généralement, ce n'est pas toujours à l'autre seulement que tu parles, mais au tiers, tu es obligé d'objectiver ce que tu dis. Tu es obligé de dire quelque chose, tu ne peux pas bullshiter. Tu es obligé de dire quelque chose qui est vrai pour toi, mais qui peut être vrai pour l'autre et qui peut être considéré comme vrai par le tiers, qui devient le témoin plus ou moins de cette objectivité-là, de ce fait objectif que tu énonces. Ça crée, bon, évidemment, on s'attend du tiers qui va recréer un équilibre dans les forces, et on pourra parler de ça dans les échanges tout à l'heure. Puis, il y a un autre élément, mais c'est un élément souvent peu utilisé, c'est la pondération du temps social. C'est que généralement, il y a une conception du temps complètement différente lorsque c'est un individu et une institution qui sont en litige l'un avec l'autre, parce que le temps n'a pas la même signification du tout pour une institution ou pour un individu. Et on s'attend normalement que le tiers tienne compte de ça et ramène en fait le processus pour solutionner la situation à l'échelle du temps humain, pas seulement à l'échelle du temps institutionnel. Maintenant, pour des raisons qui tiennent au fait que la justice, par exemple, quand on va devant les tribunaux, est également une institution, c'est le temps de la justice généralement qui s'impose encore aux individus. Mais normalement,
une des fonctions, c'est ramener le temps au niveau de la partie la plus fragile, qui est la partie de la personne, de l'individu. En fait. À la fin de cette journée, je pense que ces choses-là ont été toutes indirectement présentées. Ce que moi, je fais simplement, c'est rappeler les moteurs, les principes qu'il y a derrière ces relations-là où des tiers interviennent. Et en fait, c'est de ça qu'on a parlé toute la journée. Mes deux questions sont restées irrésolues et c'est ce qui fait que j'ai ajouté cette diapositive-là à la dernière minute tantôt en programmant sur l'ordinateur. La première, c'est qu'il est vrai, on n'a pas peut-être discuté suffisamment, mais il faut tenir compte de l'étendue plus ou moins large des solutions possibles. Ça a été évoqué ce matin dans le premier panel. Il y a des possibilités, notamment en médiation ou en conciliation, qui n'existent pas en adjudication. Il faut absolument utiliser ça. On disait la nécessité parfois de présenter des excuses. Les modes divers de compensation qui, des fois, prennent des formes, merci, de conclure. OK. Alors, étendu, plus ou moins étendu. Donc, l'étendue plus ou moins étendue, vous voyez comment je l'ai écrit rapidement, des solutions. Puis, le caractère plus ou moins exécutoire de la solution. Tout ça, en fait, ce sont les deux questions en fait, qui m'apparaissent. Je crois qu'il y a eu un consensus autour de la nécessité de ne pas... Parce qu'ici, on est dans des organismes de régulation, on a des organismes de contrôle, on est dans des organismes dont c'est la job de favoriser la gestion des différends qui naissent entre le consommateur et puis les institutions financières. Je crois qu'on est à peu près en consensus sur la façon dont ça fonctionne pour y arriver. Le reste, c'est de savoir quel autre outil on se donne pour que cette satisfaction-là, à la fin, soit partagée par tous ceux qui sont engagés dans un différend.